continuer le club avec ces images. Vous allez les découvrir avec nous. C'est un reportage de l'agence TASS, vous le savez, l'agence de presse officielle russe, autrement dit l'organe et la voix du Kremlin. C'est la première fois, regardez attentivement ces soldats, c'est la première fois qu'un reportage officialise la présence de soldats nord-coréens en Russie, au sein donc de l'armée russe. Une officialisation qui s'est faite simultanément à la télévision nord-coréenne. Écoutez. Ceux qui ont lutté pour la justice sont tous des héros et des représentants de l'honneur de la patrie. Pour rendre hommage à votre héroïsme et à votre bravoure, un monument à la bataille sera bientôt érigé dans notre capitale. Et pour honorer les soldats tombés au combat, des fleurs seront déposées devant leur pierre tombale pour prier pour votre immortalité. L'analyse toujours avec nos experts, le colonel Pierre de Jong, Sébastien Boussois et Aline Lebaille-Crémer qui sont restés donc, dans le club. Merci d'être là. D'abord, pourquoi cette officialisation? On le savait tous qu'il y avait des Nord-Coréens qui combattaient avec l'armée russe. Pourquoi et le Kremlin et Pyongyang officialise cette participation nord-coréenne? D'abord, je tiens à dire que ces images, les images de temps de paix, entre guillemets, c'est des images d'entraînement, donc c'est bien préparé, c'est bien fait, c'est bien léché, c'est bien fait, etc. C'est vraiment, c'est typiquement russe, c'est-à-dire qu'on prépare une belle séance de communication avec de belles images. C'est parfait, les gars, tous leurs uniformes, de jolies armes, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. La deuxième chose, c'est que... Commentaire d'image pour commencer. On est très concrètement en fin de séquence, la séquence communication dont on parlait tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que on voit bien qu'on arrive dans une séquence qui se finit. Pourquoi la bataille de course est virtuellement terminée, même si évidemment il reste quelques forces ukrainiennes encore sur le terrain, mais enfin c'est terminé. Et donc très concrètement, ces hommes-là ont participé à la reconquête de l'oblast de Koursk totalement avec les Russes. Donc maintenant, c'est quoi l'image? L'image, c'est dire le 9 mai, nos frères nord-coréens nous ont aidés, etc. Voilà, ils vont participer au défilé d'une façon ou d'une autre. Bon, il y a les autorités. C'est assez politique, entre guillemets. Puis le deuxième point, c'est surtout, est-ce qu'ils vont rester où, est-ce qu'ils vont continuer? C'est ça le cœur du sujet. Parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, on va dire entre 10 et 20 000 hommes, peut-être, je dis 25 000 au hasard, parce que les chiffres sont extrêmement variables. Mais est-ce qu'ils vont rester ou est-ce qu'ils vont partir? C'est intéressant, parce que pour l'instant, normalement, officiellement, ils n'ont combattu qu'en Russie. En Russie. Donc là, est-ce qu'ils vont venir ou pas? On n'en sait rien, on le saura dans quelques semaines, on le saura à partir du 11. Mais par contre, moi, je crois plutôt à une fin de séquence, et cette séquence fait qu'ils vont rentrer chez eux, et puis ils vont être couverts de gloire, etc. Ça va être une séquence finale. Oui, parce qu'il y aura le mausolée, là, on entend. Il y aura on est sur la fin de séquence, et qui va se terminer le 9 mai au soir, avec sur la place rouge. Après, je ne suis pas devin, on saura ce qu'ils en font. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que pour Poutine, cette guerre semble se terminer. En tout cas, la partie course est terminée. On est sur un autre modèle, et ce modèle-là peut mettre du grain à moudre, encore une fois, va donner de l'espérance aux Américains, qui en fait vont se dire, en fait, c'est une fin de séquence, c'est la fin de la guerre, dans cette partie du, et ça va se calmer. Donc en fait, l'idée de se dire, voilà, on va amoindrir la puissance qu'on mettait en place contre les Ukrainiens, et on verra, ce qui est très intéressant, c'est cette trêve du 8, 9, 10. Tout le monde pense qu'elle va être bafouée, qu'ils vont tirer des missiles. Bon, on verra. Ah ouais. On verra. Je ne sais pas, mais j'en sais rien. Non, mais ça peut être intéressant, effectivement. On verra. Vladimir Poutine lui-même, en tout cas, a salué la participation de ses combattants. Regardez, les amis coréens ont agi, guidés par le sentiment de solidarité, j'avais oublié les virgules, de justice et de vraie camaraderie. Nous l'apprécions beaucoup et sommes sincèrement reconnaissants personnellement aux camarades Kim Jong-un et au peuple nord-coréen. Donc, je vous l'ai dit, officialisé, mais partout, même par Vladimir Poutine lui-même. Est-ce que ça veut dire que sans les Nord-Coréens, il n'aurait pas réussi à reprendre Koursk? Déjà, il ne l'a pas repris complètement, une bonne partie, mais rien que cette nuit, il semble qu'il y ait eu au moins 16 combats encore sur cette zone-là, y compris à Belgorod. Donc déjà, petit 1, c'est pas exactement vrai, mais bon, la vérité et les annonces du Kremlin sont parfois très, très éloignées. Maintenant, pourquoi aussi le choix? Alors, il y a la question du 9 mai, évidemment.
Il y a aussi la question de ce qui s'est passé au Vatican, et il y avait quand même un enjeu de positionnement de la Russie autour de cette scène internationale, parce qu'on ne sait pas encore si cette image, cette séquence restera absolument historique. Elle est potentiellement historique. On va avoir les réponses assez vite d'ici probablement le 30 avril, là où Trump doit annoncer, lui, quelques victoires à son peuple sur la question des 100 jours. Mais au Kremlin de cette séquence, c'était un enfer, parce qu'en fait, rien n'allait dans le sens qu'ils essayent de travailler depuis des semaines. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup d'agents, d'influence, d'énergie qui sont déployés par le Kremlin pour pouvoir arriver à leur fin. Une partie, c'est la levée des sanctions pour pouvoir poursuivre la guerre et continuer de faire de l'argent. Mais ils étaient absolument furax de ces images du Vatican, de cette scène qui a énormément circulé. Ça a été quand même, historique ou pas historique, la photo a buzzé, comme on dit, d'un point de vue international, et y compris aux États-Unis. Donc en fait, ça a un peu mis un gros caillou dans la chaussure du Kremlin. Donc il fallait qu'ils existent, il fallait qu'ils soient là, déjà parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, en bon impérialiste qu'ils sont, mais de surcroît pour essayer de ramener et d'exister dans cette séquence et de se rappeler aux beaux souvenirs des Américains. Parce qu'en fait, quoi qu'on en dise, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de prudence à avoir, évidemment. Mais enfin, il y a eu, dans les mots, une inflexion qui correspond à un certain espoir, toujours avec prudence et un optimisme prudent, bien sûr. Mais enfin, il y a eu une inflexion dans les mots de Donald Trump et des intentions américaines. Alors, pourquoi, selon vous, Kim Jong-un et Vladimir Poutine se sont dévoilés sur cette présence-là? On est dans la poursuite de cette bataille de l'image classique, même si beaucoup considèrent que l'image de Trump et de Zelensky est historique. Encore une fois, je reste assez mitigé sur les véritables conséquences à long terme, parce qu'on a eu tellement d'événements comme ça où on a sauté au plafond en disant ça y est, c'est un tournant, c'est un virage. Je ne vais pas dire que c'est une formule journalistique, mais quelque part un petit peu quand même. Concernant le 9 mai, je pense qu'on est évidemment à un point charnière, parce que pour une fois, Poutine a quelque chose à célébrer, si je puis dire. Et c'est très large, en fait, ce qu'il a à célébrer. Il y a à la fois le fait qu'il soit toujours là, quelque part, c'est pas un détail de l'histoire, le fait qu'il y ait un allié qui ait aidé militairement à gagner quelque chose, puisque depuis des mois et des mois et des mois, on est quand même dans ni une guerre, ni une paix. Enfin, on est dans ces nouveaux conflits où on ne sait pas, finalement, potentiellement, qui peut gagner, qui peut perdre. On est dans une sorte de guerre des tranchées qui traîne ou qui traînasse. Là, il a effectivement un allié qui est détesté par la terre entière. Donc, je pense que l'impact d'image supplémentaire de Poutine avec un Kim Jong-un qui va défiler le 9 mai, je ne sais pas s'il sera si extraordinaire, y compris au sein même des alliés traditionnels de la Russie, à commencer par la Chine, parce que la relation entre la Chine et la Corée du Nord est une relation avant tout stratégique. Je ne suis pas persuadé que l'ensemble des Chinois aient envie de passer ses vacances à Pyongyang et préfèrent rester probablement à Shanghai, voire à Pékin. Donc je m'interroge véritablement. Après, c'est deux mondes complètement différents. Les images qui font fantasmer Trump ne nous font pas forcément toujours fantasmer. Et ce que Poutine considère comme un canon de beauté en termes de propagande, de patriotisme, etc. de son côté, lui apparaît probablement comme fort, encore une fois, avec ce décorum qu'il va avoir et ces médailles militaires de tous ces généraux russes avec ses alliés en bandoulière le 9 mai sur la place rouge. Ça, effectivement, ça l'excite énormément. Et dans un contexte où il va avoir son 9 mai avec le retour de l'ami Trump, entre guillemets, quelque part, même si c'est compliqué. Il continue, il suffit de voir parfois un peu les échanges en tout cas les échanges off the record, y compris entre Witkoff et Poutine. Il y a toujours mon ami Vladimir, mon ami Trump. Si tout ça peut paraître un peu convenu, je pense que le rêve des deux est quand même de parvenir à une forme de réconciliation en dehors des petites prises de bec du moment. Donc le retour de Trump aussi, évidemment, dans le spectre géopolitique global est aussi quelque chose qui plaît à Poutine, probablement qu'il aurait souhaité, évidemment, que Trump soit là le 9 mai, comme il l'avait espéré ou rêvé. Oui, non, et si tout avait été réglé... Exactement, tant de choses, bien évidemment, qui restent encore à faire. Oui, vous parliez des rêves de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il n'en a pas un qui va beaucoup plus loin que l'Ukraine? En tout cas... c'est peut-être inquiétant, mais on voit quelques manœuvres. Est-ce que la Russie prépare sa guerre d'après? L'armée russe se renforce visiblement à la frontière, notamment avec la frontière avec la Finlande. Laura Pougène nous a rejoint pour nous en dire davantage. Laura, expliquez-nous, ce sont des informations du Wall Street Journal.
Tout à fait, Magali. C'est un faisceau d'indices concordants que nous révèle le Wall Street Journal. Selon le média américain, les Russes agrandissent actuellement un certain nombre de bases militaires situées loin du territoire ukrainien, mais près des frontières de l'OTAN. C'est le cas dans la ville de Petrozavodsk. Ici, à une centaine de kilomètres de la Finlande, un nouveau quartier général devrait y voir le jour, avec de nouvelles casernes et de nouveaux terrains d'entraînement. C'est aussi le cas de la base militaire de Kamanka, encore plus proche de la frontière avec la Finlande, et de celle de Sputnik, proche de la Norvège. À Kamanka, vous voyez la comparaison entre ces deux images satellites. La première datée de 2022, la seconde de 2025. Sur la plus récente, on aperçoit de nouveaux baraquements à un endroit où il n'y avait rien regardé auparavant, de nouveaux logements pour les troupes, selon le Wall Street Journal. Même comparaison à Sputnik, entre une image de 2021 et une de 2025. Entre les deux, ce sont des installations, vous voyez, de stockage militaire qui ont été construites. Ajoutons à cela la rénovation d'un hôpital militaire du 19e siècle à Saint-Pétersbourg. Et donc, pour lier tout ça, c'est là où on l'apprend aussi, il y a des infrastructures ferroviaires. La Russie modernise aussi ses lignes ferroviaires dans les zones frontalières. Selon le Wall Street Journal, de nouvelles voies ferrées sont en cours de pose le long des frontières avec la Finlande et la Norvège, ainsi qu'au sud de Saint-Pétersbourg, près de la frontière estonienne. C'est d'ailleurs dans ce district militaire de Saint-Pétersbourg, face à la Lettonie, l'Estonie et la Finlande, que les effectifs militaires stationnés devraient augmenter le plus. Selon des militaires et des services de renseignement occidentaux, les brigades les plus petites pourraient tripler de taille pour devenir des divisions de 10 000 hommes. À la mi-septembre, le Kremlin organisera des exercices militaires stratégiques, les exercices Zapad, ça veut dire Ouest en russe, qui ont lieu tous les 4 ans. Ils seront menés conjointement avec la Biélorussie et particulièrement scrutés cette année par les responsables de l'OTAN, notamment en termes de nombre de soldats mobilisés. Ces mêmes responsables confient au Wall Street Journal leurs sentiments. Quel que soit l'état des négociations de cessez-le-feu, le Kremlin souhaite être pris au sérieux en Europe. Être pris au sérieux en Europe, effectivement, avec toutes ces manœuvres et ces infrastructures qui sont renforcées. Merci beaucoup, Laura. Colonel, qu'est-ce que ça vous inspire? Quel est l'intérêt de multiplier ces brigades, de renforcer ces infrastructures militaires, ferroviaires? Dans le but de quoi? Alors, ce qui se passe, déjà, il y a un point qui est très important, c'est le fait que la Finlande et la Suède aient rejoint l'OTAN l'année dernière. Donc, la Finlande, qui est comme 1300 km de frontière avec la Russie, c'est quand même été neutralisé, entre guillemets. C'était la politique finlandaise, c'est d'avoir une politique neutre, tant vis-à-vis de l'OTAN que vis-à-vis de la Russie. Il s'avère que la Finlande rejoint l'OTAN. Donc, je veux dire, c'est normal, ça ne me choque pas particulièrement, stratégiquement parlant, que les Russes s'organisent par rapport à ce nouvel adversaire, en tout cas, déclaré, puisque l'OTAN, que je sache, c'est le contrepoids du système. Donc là, je ne vois rien d'agressif, honnêtement. Par contre, il y a un autre problème, c'est que le fait que la Finlande et la Suède aient rejoint l'OTAN, ça fait que la mer Baltique est devenue une mer totalement otanienne. Et il n'y a plus que Kaliningrad et la petite ligne logistique qui part le long de la Lituanie et qui va en direction de la Biélorussie. Donc le problème, c'est qu'en fait, malheureusement, entre guillemets, stratégiquement parlant, le fait que la Finlande et la Suède aient rejoint l'OTAN, ça a accentué la mécanique de tension dans cette partie du monde. Donc encore une fois, c'est pas du tout étonnant aujourd'hui que les Russes, je dirais, s'installent. Pour l'instant, ça me paraît pas être plus agressif que ça, d'autant que, je termine par ça, c'est que l'histoire retient que les Finlandais sont de sacrés combattants, et je me rappelle très bien les années 40, lorsque les Russes ont essayé de rentrer en Finlande, ça a été extrêmement difficile pour eux. Donc encore une fois, je pense pas qu'ils s'y frottent, simplement c'est une espèce de mur qui s'allonge. On va vers quoi, très concrètement? On va vers ce que Lavrov avait dit il y a quelques années. Il avait dit qu'il voulait recréer une nouvelle guerre froide. Ils sont en train de recréer cette nouvelle guerre froide. Alors nous, on l'a accentué avec la Finlande, mais c'est ça, il va y avoir un mur, une espèce de zone de confrontation froide, chaude, tiède, etc., qui peut durer des années, dans lequel il y aura, d'un côté, il y aura les Russes et ses alliés, de l'autre côté, il y aura, et là, on ne sait pas. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas si les Américains vont rester dans le jeu, et malheureusement, nous, Européens, on risque de se retrouver en train de faire le service après-vente, et là, on est vraiment on est en grande difficulté, parce que les milliards d'euros, en soi, ne suffisent pas pour faire une armée. Alors, vous en parliez, effectivement, la porte-parole du Kremlin, du ministère des Affaires étrangères russe le disait hier, on ne fait que se défendre. Et Dmitri Peskov, donc aujourd'hui, explique la Russie n'a aucun problème ni aucune prétention envers les pays baltes, même si des Russes y vivent et que les intérêts de ses citoyens sont constamment bafoués, ainsi que la pratique de la langue russe. Ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé en Ukraine. Et il ajoute, mais nous n'avons pas de potentiel de conflit, heureusement, ni dans les pays baltes, ni en Finlande, on ne tire sur des Russes depuis des tanks ou des avions de combat, comme cela s'est produit dans le Donbass depuis 2014.
Bon, il y a beaucoup d'éléments de langage, évidemment. On a bien compris que l'obsession et le problème fondamental, c'était l'attitude des Ukrainiens à l'égard des minorités russophones du Donbass, et donc pas particulièrement la situation côté finlandais et sur toute cette partie-là que vous avez décrit. Moi, je crois que c'est tout à fait classique de la part des Russes. Ils n'ont quand même pas beaucoup d'inquiétudes sur les autres fronts, du côté de la Chine, du côté de l'Arctique et vers l'Est. C'est pas là où Poutine a véritablement besoin d'occuper ses troupes. Donc ce glissement, c'est soit la préparation du pire, soit la préparation du meilleur. Parce que s'il y a la paix demain ou après-demain, la question qui reviendra encore au cœur de l'affaire de cette fameuse force d'interposition internationale, européenne, on ne sait pas trop en Ukraine évidemment, si un jour elle est acceptée par la Russie, puisque tout change aussi sur ce dossier-là. Je crois que Poutine veut juste montrer les crocs en disant en gros que oui, il y a une sorte de nouveau rideau de fer qui se met en place, et il n'est pas question de laisser le flanc ouest, en l'occurrence de la Russie, être faible comme ça face à effectivement ce rideau de l'OTAN, de la Baltique et d'une Ukraine qui aurait des soldats internationaux sur son territoire. Forcément, ça nous interpelle parce que quand on lit l'article du Wall Street Journal, on apprend que, a priori, la Russie pourrait avoir 1 500 000 hommes. Elle en avait que 1 million avant le début de la guerre en Ukraine. Donc elle va en avoir davantage. Qu'elle continue donc à produire bien plus d'armement qu'elle n'en faisait avant 2022. Et on apprend aussi que des chars qui sortent de l'usine, notamment les chars T-90, voilà, eh bien, aucun n'est déployé en Ukraine. Ils restent en Russie pour un usage extérieur. Enfin, c'est le T-14 plutôt, non? Oui, bah peut-être. Non, T-90, pardon. Okay. Donc c'est le dernier en date. Le dernier en date. Alors, pardon. C'est pas grave. T-90. Mais alors, pardon, mais alors s'ils produisent de tels chars pour ne pas les envoyer en Ukraine, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense que dans cette discussion aussi, on peut aussi entendre, comprendre les premiers concernés, ceux qui sont sur le terrain, à savoir les Finlandais, les Baltes, les Polonais, les Tchèques, qui disent, y compris via leurs services de renseignement, y compris les Danois, en fait que d'ici à 3 ou 5 ans, il y aura un minima, pour résumer, en gros, un test des faiblesses de l'OTAN par la Russie. C'est aussi pour cela que tout ça est organisé, et qu'il semblerait, en tout cas selon ces services, que dans les premiers de la liste, que ce soit la Lituanie, l'Estonie, enfin un des pays baltes. Et ça, je vous le signe. Une des dernières fois que j'étais en Ukraine pour les commémorations, j'avais discuté avec le président letton. Enfin, il faut voir ce qu'ils disent, la façon dont ils se réarment, la façon dont ils donc ils pour eux, pensent ce sont des menaces très concrètes. L'OTAN, en tout cas, ces pays-là, n'est pas une menace pour la Russie. C'est la Russie qui est une menace, c'est la Russie qui est agressive, c'est accessoirement la Russie qui organise aussi certaines attaques hybrides avec des velléités meurtrières sur le sol européen. Et donc l'OTAN se prépare, c'est ce que vous nous dites. On aura l'occasion d'y revenir, de toute façon il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais l'OTAN a des pays aussi comme la Pologne, quelque part avec tout ce qui s'est passé, la Pologne aujourd'hui est devenue une puissance militaire majeure en Europe.